La lumière du matin traversait la fenêtre de la clinique en de fines bandes pâles, et je me souviens m'être fait la réflexion que cela n'avait rien à voir avec l'heure dorée que j'avais imaginée pour cet instant précis. J'avais rêvé de chaleur. J'avais imaginé sa main dans la mienne. Au lieu de cela, je regardais mon mari ajuster sa cravate dans le petit miroir au-dessus du lavabo, vérifiant son reflet avec la même attention méticuleuse qu'il accordait à tout ce qui comptait pour lui, ce qui, j'étais en train de l'apprendre, ne m'incluait pas. « Tu vas vraiment faire ça ?» ai-je dit, d'une voix monocorde, pas encore en colère, essayant simplement de comprendre. Il s'est retourné, et j'ai vu ce sourire, celui qui autrefois me faisait me sentir l'élu de son cœur, mais qui maintenant me donnait juste l'impression d'être géré comme un dossier. « Léa, a-t-il dit sur ce ton patient qu'on utilise avec quelqu'un qui a du mal à saisir l'évidence, ce dîner est sur mon agenda depuis 4 mois, c'est le dossier de la fusion-acquisition Marceau. Tu sais ce que conclure cette affaire signifie pour nous. Pour nous. Il a dit nous. Je venais de passer 31 heures en travail. La péridurale avait cessé de faire effet à 2 reprises. J'avais subi des déchirures nécessitant plusieurs points de suture, et j'avais traversé tout cela, chaque minute, pendant que mon mari était assis dans la salle d'attente à passer des appels professionnels. Je le savais parce que l'infirmière me l'avait mentionné, avec cette douceur que les gens adoptent lorsqu'ils évoquent une chose honteuse à votre place. Notre fille n'avait que 6 heures. Elle dormait dans le berceau à côté de mon lit, ses petits poings serrés sous son menton, toute son existence encore si neuve que le bracelet de la clinique autour de sa cheville semblait immense. Et mon mari partait pour un dîner d'affaires. La voiture, ai-je dit, laisse-moi au moins la voiture pour que ma mère puisse nous ramener à la maison demain. Il a marqué une pause, et ce silence m'en a dit plus long que ses paroles. J'en ai besoin pour faire bonne impression en arrivant devant le restaurant, tu sais à quel point Marceau est pointilleux sur les détails. Il a ramassé sa veste sur la chaise. J'ai déjà commandé une voiture avec chauffeur pour toi et le bébé, tout est réglé. Il m'a embrassé sur le front. Il sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte pour Noël. Il a franchi la porte, et j'ai écouté le bruit de ses pas s'estomper dans le couloir. Puis j'ai regardé ma fille, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très, très calme. Ce n'était pas une rupture, c'était une décision. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme il l'a toujours fait, toute ma vie, chaque fois que j'ai eu besoin de lui. « Papa, ai-je dit, j'ai besoin de toi. » Il n'a posé aucune question, il a juste répondu « Je prends déjà mes clés. » Mon père s'appelle Richard Belmont. Il a 63 ans. Il a bâti un empire dans la promotion immobilière à partir de rien, en commençant par un petit immeuble dans le centre de Lyon quand il avait 26 ans, et il possède aujourd'hui des dizaines de résidences à travers tout le sud-est de la France. C'est un homme calme, de la manière dont les gens puissants le sont parfois, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris que les mots coûtent cher et que le silence est souvent l'outil le plus tranchant. Il n'a jamais aimé mon mari. Il ne l'a jamais dit directement, ce n'était pas sa façon de faire, mais je me souvenais de l'expression de son visage lors de notre réception de mariage quand mon mari avait porté un toast qui, étrangement, parlait plus de ses propres ambitions que de moi. Mon père avait levé son verre en souriant, mais plus tard, je l'avais surpris seul près de la fenêtre, regardant le jardin avec une expression que je ne savais pas décoder à l'époque. Je savais la lire maintenant. Mon mari s'appelle Damien Mercé. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans lors d'un gala de charité. Il était charmant, vif, riait exactement au bon moment et me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante de la salle. Plus tard, je comprendrais que c'était une technique qu'il avait travaillée, et non un sentiment qu'il éprouvait. Mais à l'époque, j'avais 30 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être prise au sérieux pour tout sauf pour mon cœur, et Damien m'a fait croire que les deux étaient compatibles. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois. Il m'a demandé en mariage sur un toit-terrasse à Annecy, ma ville préférée, ce qu'il savait parce que je le lui avais dit, et j'avais pensé qu'il m'écoutait, qu'il était attentionné, qu'il était le genre d'homme qui se souvient des détails. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Mon père m'a conduite à l'hôtel, sa main ferme sous la mienne, et au moment de me confier à Damien, il s'est penché et a murmuré « Tu pourras toujours revenir à la maison, quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. » Je pensais que c'était juste un élan de sentimentalisme paternel, je sais maintenant que c'était un homme qui voyait déjà ce que je refusais de voir. La première année a été plutôt bonne, ou du moins assez pour que je n'analyse rien de trop près. Damien travaillait dans les fusions-acquisitions, il voyageait beaucoup,
il était ambitieux d'une manière que j'avais toujours trouvée séduisante, jusqu'à ce que l'ambition commence à ressembler moins à du dynamisme qu'à un appétit que rien ne pouvait combler, pas même moi. La deuxième année, les choses ont commencé à changer d'une façon que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Il s'est mis à poser des questions sur les propriétés de mon père, de manière décontractée d'abord, pendant le dîner, comme on s'enquiert d'un sujet par simple curiosité, puis avec plus d'insistance. Il mentionnait des opportunités d'investissement, des montages financiers que je ne comprenais qu'à moitié. J'étais architecte, je concevais des bâtiments, je ne gérais pas de portefeuille d'actifs, et Damien le savait. Je n'ai pas posé les bonnes questions. C'est ce qui me revient le plus souvent à l'esprit pendant les heures de silence. Je n'ai pas posé les bonnes questions parce que je ne voulais pas croire aux réponses qui se dessinaient déjà. Mon père, lui, posait des questions. Je le savais parce que Damien l'avait mentionné une fois, d'un ton sec, après un déjeuner dominical chez mes parents. Ton père avait beaucoup à dire sur la structure du projet immobilier de Villeurbanne, avait-il dit dans la voiture sur le chemin du retour, il est très pointilleux sur les détails, il est prudent, avais-je répondu, c'est comme ça qu'il a bâti ce qu'il possède. Damien n'avait rien dit, il fixait la route, et j'avais ressenti le premier frisson de quelque chose que je m'étais forcé à ignorer. Quand je suis tombée enceinte, j'ai espéré. C'est une chose embarrassante à admettre aujourd'hui, mais c'est vrai. J'espérais qu'un enfant stabiliserait quelque chose en lui. J'espérais qu'il réorganiserait ses priorités comme la grossesse avait réorganisé les miennes, doucement et complètement, de sorte que tout ce que je pensais vouloir s'était recentré autour de cette nouvelle réalité qu'était ma fille. Au lieu de cela, la grossesse semblait le rendre plus occupé, plus distrait, plus intéressé par le cabinet, par les chiffres et les structures dont je ne faisais pas partie. Il venait aux échographies, il était présent, mais il y avait dans sa présence une qualité de mise en scène, comme un homme qui comprend que se montrer est important sans vraiment comprendre pourquoi. La nuit où mes contractions ont commencé, je l'ai appelé 3 fois avant qu'il ne réponde. Il était à un événement professionnel. Il est arrivé à la clinique 90 minutes plus tard, toujours en costume, et la première chose qu'il a dite n'était pas « Est-ce que ça va ?» mais « Combien de temps pense-t-il que ça va durer ?» 31 heures plus tard, notre fille est née. Il a coupé le cordon. Il l'a tenue pendant 6 minutes, j'ai compté. Puis il l'a remise dans mes bras et s'est assis avec son téléphone. Et 6 heures après cela, il partait pour un dîner avec un client. Mon père est arrivé à la clinique avant le début des heures de visite le lendemain matin. Il a amené ma mère, des fleurs de leur jardin et un récipient de la soupe au poulet que j'aimais depuis l'enfance. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon lit et a tenu sa petite fille pendant un long moment sans parler. Puis il m'a regardé avec des yeux clairs et assurés. « Raconte-moi tout », a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du dîner, de la voiture, des 31 heures, des appels professionnels dans la salle d'attente, de sa question sur la durée de l'accouchement. Et je lui ai dit les autres choses, celles que je portais depuis plus longtemps, les conversations sur les propriétés, les montages financiers que je ne comprenais pas. Les affaires qui semblaient graviter autour du cabinet de mon père sans jamais se concrétiser là où je pouvais les examiner clairement. Mon père a écouté sans m'interrompre. Il a déposé sa petite fille délicatement dans mes bras quand elle a commencé à s'agiter, s'est calé au fond de sa chaise et est resté silencieux pendant un moment qui m'a paru très long. « Léa, a-t-il dit finalement, je dois te dire des choses que j'aurais dû te dire plus tôt. » Il surveillait Damien depuis 2 ans, pas avec une surveillance dramatique, mon père n'était pas ce genre d'homme, mais avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui gère des actifs importants et qui a remarqué, lentement, que certains chiffres ne correspondaient pas. Un investissement immobilier que Damien avait mentionné au dîner et qui ne correspondait à aucune structure reconnue par mon père. Une société écran qui apparaissait dans un document que son avocat avait jugé inhabituel. Une tendance à s'intéresser à des transactions qui nécessiteraient l'accès à des informations auxquelles Damien n'aurait pas dû avoir accès. Il ne m'avait rien dit parce qu'il n'avait pas de preuves, et parce qu'il craignait ma réaction avant d'avoir des certitudes. Je les ai maintenant, a-t-il dit, mes avocats travaillent dessus depuis 3 mois. Nous avons des relevés de virement, des signatures falsifiées sur 2 documents liés à l'acquisition de la résidence de l'Isère, et un compte offshore au Luxembourg qui semble avoir reçu des fonds détournés. Il a marqué une pause. Ton mari s'est servi de votre mariage et de tes liens avec ma société pour commettre une fraude financière, lentement, prudemment, d'une manière qu'il pensait indécelable pour moi. J'ai regardé ma fille dans mes bras. Elle s'était rendormie, son souffle était si léger et régulier que c'en était presque irréel. Combien ? Ai-je demandé.
Il m'a donné le chiffre. Le montant était important, pas assez pour ébranler ce que mon père avait bâti, mais significatif et calculé. Le genre de vol conçu pour rester juste en dessous du seuil de détection évidente. Le contrat de mariage que nous avons signé, ai-je dit, couvre tout cela et déclenche un audit complet de tous les actifs détenus conjointement. Il m'a regardé. Si c'est ce que tu souhaites faire. J'ai repensé à la cravate, au miroir, au sourire, à l'eau de Cologne, au bruit de pas s'effaçant dans le couloir alors que notre fille n'avait que 6 heures. Appelle les avocats, ai-je dit. Mon père a hoché la tête une seule fois et a pris son téléphone. Quand Damien est revenu à la clinique le lendemain après-midi, plus tard qu'il ne l'avait promis et sans aucune explication, il n'a pas été accueilli dans la chambre de repos où j'étais, mais dans une autre pièce, une suite privée que mon père avait organisée, et à l'intérieur de cette pièce. En plus de moi et de ma fille, se trouvaient mon père, son avocat principal et une femme nommée Maître Lefebvre, spécialisée dans le droit de la famille et le recouvrement d'actifs frauduleux, qui était venue de Paris le matin même. Damien s'est arrêté sur le seuil de la porte. Ses yeux parcouraient la pièce avec cette vivacité analytique que j'avais toujours prise pour de l'intelligence, mais que je reconnaissais maintenant comme du calcul. « Léa, a-t-il dit, c'est quoi tout ça ? » « Assieds-toi, Damien, je t'en prie, » a dit Maître Lefebvre. Il m'a regardé. J'ai serré ma fille contre moi et je n'ai pas détourné le regard. Il s'est assis. Ce qui a suivi a duré 2 heures que je ne décrirai pas intégralement car une partie est encore sous procédure judiciaire, mais je peux vous en donner les grandes lignes. Maître Lefebvre lui a présenté les preuves. L'avocat de mon père a exposé les clauses du contrat de mariage et les conséquences qu'elles entraînaient. Damien a tout nié au début, avec un sang-froid que j'aurais trouvé presque impressionnant jusqu'à ce que Maître Lefebvre pose les documents du compte luxembourgeois sur la table devant lui et que son expression change radicalement. Il a essayé plusieurs tactiques après cela. Il a tenté de m'implorer directement avec ce regard que je connaissais bien, ce regard de l'élu, ce regard attentif qui autrefois me donnait l'impression d'exister. Je n'ai rien ressenti, si ce n'est une sorte de clarté mélancolique, comme lorsqu'on comprend enfin le mécanisme interne d'une horloge. Il a suggéré que les documents étaient mal interprétés. L'avocate lui a expliqué pourquoi ils ne l'étaient pas. Il a dit qu'il avait tout fait pour nous, pour notre famille, pour notre avenir. J'ai pensé aux 31 heures, aux 6 minutes où il avait tenu le bébé, et à ce dîner d'affaires prévu depuis 4 mois. Il a dit que je faisais une erreur. Mon père, qui était resté silencieux la plupart du temps, l'a regardé calmement et a dit, « Chaque décision a déjà été prise. Les comptes ont été gelés ce matin. Les serrures de la maison de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ont été changées à 7 heures. Tes effets personnels ont été déposés à la conciergerie de ton immeuble de bureau. Maître Lefebvre va t'expliquer les termes de l'accord. » Damien a regardé mon père pendant un long moment, puis il m'a regardé. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il dit. C'étaient les mêmes mots que je lui avais adressés 30 heures plus tôt dans une chambre d'hôpital pendant qu'il ajustait sa cravate. Je ne lui ai pas répondu. J'ai baissé les yeux vers ma fille, qui était réveillée maintenant, ses yeux sombres encore flous comme ceux des nouveau-nés, cherchant son chemin vers le monde. Oui, ai-je dit, pour elle surtout, pour moi-même, nous allons le faire. La procédure judiciaire a pris du temps, comme c'est toujours le cas. L'affaire de fraude a été transmise au parquet, ce qui a retiré une grande partie du fardeau de mes mains pour le placer là où il devait être. Le contrat de mariage a fonctionné exactement comme les avocats de mon père l'avaient rédigé, preuve de cette préparation minutieuse et peu glamour qui protège les gens quand tout s'effondre. Je me suis réinstallé chez mes parents pendant les 3 premiers mois, non pas parce que je ne pouvais pas m'en sortir seul, mais parce que ma mère préparait de la soupe et que mon père lisait des histoires à sa petite fille chaque soir dans le fauteuil près de la fenêtre. D'une voix basse et assurée, et que j'avais besoin d'être quelque part qui me prouvait que l'amour pouvait être fiable. Je l'ai appelée Clara, le prénom de ma grand-mère. Elle a les yeux de mon père. Le dossier Marceau, comme il s'est avéré, n'avait rien à voir avec un client nommé Marceau. Il n'y avait pas de dossier Marceau. Il y avait une réservation de restaurant et une femme que j'avais croisée lors d'un événement d'entreprise, ainsi qu'un relevé de carte de crédit que l'équipe de Maître Lefebvre a trouvé lors de l'audit financier. Je n'ai pas été surprise. D'une certaine manière, j'étais presque soulagé. Pas que cela soit arrivé, mais que l'architecture de la tromperie soit assez complète pour être comprise. Il y a quelque chose de pire, je crois, dans une trahison qu'on ne perçoit que partiellement. Mon père ne m'a jamais dit « je te l'avais dit ».
Il ne le ferait jamais. Au lieu de cela, un soir, alors que Clara dormait, que ma mère était montée se coucher et que nous étions assis sur la terrasse dans ce calme particulier que connaît la région lyonnaise à la fin du mois d'octobre. Il a dit, « Tu as géré tout cela avec plus de dignité que la situation n'en méritait. » J'ai eu un bon modèle, ai-je répondu. Il a souri. C'est gentil. Tu as toujours été celle qui faisait attention aux détails. J'ai repris mon métier d'architecte. J'avais pris un congé pendant la grossesse et je suis retourné au cabinet un jeudi de novembre. Mes collègues ont été bienveillants, avec cette tenue propre aux gens qui savent qu'une épreuve a été traversée et qui vous respectent assez pour ne pas en faire un sujet de discussion. J'en étais reconnaissante. J'étais reconnaissante pour beaucoup de choses que je ne savais pas apprécier auparavant. J'ai conçu un projet résidentiel cet hiver-là, une maison pour une famille dans le massif du Vercors, construite à flanc de colline avec de grandes baies vitrées orientées au sud et un agencement centré sur la cuisine, là où la famille m'avait dit passer le plus clair de son temps. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie construire quelque chose qui protège les gens, à des structures qui sont honnêtes quant à leur fonction. Clara a 8 mois maintenant. Elle s'assoit toute seule, s'intéresse de très près à la montre de mon père et possède ce sérieux concentré de quelqu'un qui étudie le monde avec une intention réelle. Elle dort bien. Elle ignore totalement, et c'est visible, que sa vie a commencé par une sorte de rupture, et j'en suis heureuse. Cette insouciance est une chose que je m'efforce de préserver aussi longtemps que possible, pour ensuite, le moment venu, la remplacer par la vérité, sous une forme qu'elle pourra porter sans qu'elle soit trop lourde. Je n'ai pas détesté mon mari. Je veux être honnête sur ce point car il serait plus facile et plus satisfaisant pour l'histoire que ce soit le cas. J'ai surtout ressenti du deuil pour la version de lui en laquelle j'avais cru, pour les années que j'avais organisées autour d'une personne qui, sous son charme et son sourire et son attention calculée, s'intéressait surtout à ce que je représentais plutôt qu'à qui j'étais. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, quelque chose que j'ai mis plus de temps à nommer. La liberté. Je me sentais libre. Pas de cette liberté spectaculaire ou cinématographique. Une liberté tranquille. Celle qui vient quand on cesse de dépenser son énergie pour quelque chose qui n'allait jamais tenir, quand on sent le poids s'envoler et qu'on réalise à quel point on le portait depuis longtemps grâce à la légèreté particulière qui suit. Mon père m'a appelé il y a 2 semaines. Un mardi. Il a dit qu'il appelait sans raison, ce qui signifiait qu'il avait une raison. Je veux te demander quelque chose, a-t-il dit. Pose ta question. Est-ce que tu vas bien? Je ne gère pas seulement la situation. Je ne vais pas juste pas trop mal. Je vais bien. J'y ai réfléchi. Clara était sur le sol devant moi, très concentrée sur une cuillère en bois qu'elle avait trouvée, la tournant dans ses mains avec une attention intense. Oui, ai-je dit, je pense que je vais vraiment bien. Il est resté silencieux un instant. Bien, a-t-il dit, alors elle va être remarquable, tu sais. Clara, elle a déjà ce regard. Quel regard? Celui de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle regarde. Une pause. Tu l'avais aussi. Tu l'as toujours. J'ai regardé ma fille et sa cuillère, et la lumière de fin d'après-midi qui traversait la fenêtre avec l'angle exact pour lequel j'avais conçu cette pièce, et j'ai pensé à ce que signifie voir clairement, autant que cela peut prendre pour apprendre. Et au fait que cet apprentissage n'est jamais gâché, même quand le prix à payer est élevé. Merci, papa, ai-je dit. Toujours, a-t-il répondu avant de raccrocher. Certains matins, je me réveille tôt, avant Clara, avant que la ville ne s'anime tout à fait, et je m'assois à ma table de dessin dans mon bureau à la maison avec un café et le projet sur lequel je travaille, et l'appartement est si calme que je peux entendre le bâtiment se stabiliser autour de moi. Autrefois, je trouvais ce son inquiétant. C'est ça, le silence. Il prend la couleur de ce que l'on porte en soi. Ces jours-ci, il ressemble à l'avenir. À une fondation qui a été bien construite. À quelque chose qui va tenir bon.